Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une observation qui a été faite dans les années 50 et 60. Observation d'un phénomène étrange et fascinant par des scientifiques sur des populations de singes. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle la théorie du centième singe. Alors, je vais vous en parler. On va également voir quelles sont toutes les déductions qu'on peut en faire, tous les questionnements que cela implique. Et on va également voir quelles sont les correspondances au niveau astrologique. À partir de 1952, des scientifiques japonais ont commencé à étudier la population de macaques sur l'île de Koshima, au Japon. Ces observations ont duré presque 13 ans. Ils avaient l'habitude de ravitailler des singes en nourriture en leur lançant des patates douces sur le sable. Alors c'était évidemment pas super agréable de manger des patates couvertes de sable, et une femelle macaque qu'ils ont prénommée Imo, ça veut dire macaque, ça veut dire pardon patate douce, patate douce en japonais, a commencé à laver sa patate avant de la manger en la trempant dans l'eau. Alors progressivement, d'autres macaques, surtout des jeunes, l'ont imité et donc ont acquis cette technique par l'apprentissage en prenant modèle sur Imo. Au fil des années, de plus en plus de singes ont pu savourer leurs patates douces sans sable, car la technique s'est répandue sur l'île de proche en proche. Les réfractaires à cet apprentissage étaient les macaques les plus vieux. Et en 1958, il s'est produit une chose étrange. Alors qu'une partie de la population de l'île, pas encore convaincue par les avantages de la technique d'Imo, mangeait encore leurs patates panées au sable, à partir d'un certain moment où un centième singe s'est converti à l'imotisme, désolé pour le néologisme, c'est toute l'île qui subitement a adopté le lavage de patates. Alors, on parle du centième singe, c'est peut-être pas le centième exactement, mais cela montre que quand l'habitude a été adoptée par un certain nombre d'individus, cette habitude semble s'inscrire dans les gènes de toute la population sans qu'il y ait de phase préalable d'apprentissage pour les derniers récalcitrants. On verra après que ce n'est pas tout à fait ça. Mais le plus étonnant est à venir. Les scientifiques japonais ont été stupéfaits de constater que la diffusion de ce nouveau savoir ne s'est pas arrêtée à l'île de Koshima, mais sur toutes les îles avoisinantes où vit cette espèce de macaque, sans qu'il n'y ait pu avoir de transmission de l'information, de transmission visible en tout cas. Il en a été déduit que lorsqu'une habitude ou une nouvelle technique qui améliore les conditions de vie a été apprise ou assimilée par une masse critique, un nombre d'individus qui semble prédéterminé, celle-ci se propage de manière immédiate et sans transmission du savoir à l'ensemble de la colonie, voire de l'espèce. Alors je trouve ça génial et fascinant car ça nous ouvre des perspectives, le champ des possibles, notamment sur l'impact que notre comportement individuel peut avoir sur nos sociétés et plus généralement sur l'humanité et notre évolution. Parfois, on se dit à quoi bon quand on essaye d'avoir un comportement exemplaire et qu'on voit ce qui se passe autour de nous. On nous dit de faire l'amour, pas la guerre, d'aimer son prochain. Désolé pour le terme à connotation religieuse, mais vous voyez ce que je veux dire. D'être bienveillant, compréhensif, sans jugement, etc. Et on lit les nouvelles du jour et on constate que des guerres éclatent toujours, que l'homme continue à détruire son environnement, que les égos d'un grand nombre de nos dirigeants gouvernent le monde, et on pourrait continuer indéfiniment. Eh bien, cette observation, faite sur les macaques japonais, nous donne un énorme espoir. Elle montre que les efforts individuels ne sont pas vains, et que lorsqu'un certain nombre d'êtres humains a adopté un certain comportement, certaines valeurs, celles-ci se répondent à l'ensemble de l'humanité. Comme si notre évolution ne se faisait pas de manière linéaire, mais par étapes, par paliers. Alors, inutile de préciser que cette théorie a été controversée par les chercheurs, comme toutes les observations qu'on ne peut pas pour le moment expliquer par une méthode scientifique, reproductible à la demande, mesurable avec des outils matériels, des machines, l'informatique. Alors, je précise que je n'ai rien contre la méthode scientifique, au contraire, j'ai fait des études scientifiques, j'avais commencé par 2 ans de médecine à la fac de Nantes, et c'était passionnant. J'aurais adoré être étudiant toute ma vie. Mais c'est parfois agaçant, cette fermeture à tout ce qui ne confirme pas leur théorie, leur vision du monde et leurs explications des manifestations visibles, qui ont du mal à sortir, de la matière et du tangible. Alors heureusement ça progresse, beaucoup de conceptions, de visions du monde qui paraissaient immuables, trouvent aujourd'hui leurs limites, au fur et à mesure des découvertes, et des observations concernant l'infiniment petit et l'infiniment grand.
Certaines théories ne tiennent plus, certaines lois de la physique classique ne marchent plus hein, à ces échelles micro et macroscopiques, remplacées en partie par celles de la physique quantique. Je pense notamment au comportement des particules intriquées quantiquement, phénomène de simultanéité observé mais inexplicable avec la physique qu'on apprend à l'école, en particulier concernant nos concepts hein, de temps et d'espace. Alors revenons à nos macaques, et justement essayons de comprendre comment cette diffusion d'un savoir a pu se produire dans toute une population sans contact entre les individus. Alors ça m'a fait penser à l'épigénétique. C'est une branche de la génétique qui a pris un essor très récemment grâce à de nombreuses découvertes. On n'en parlait pas du tout hein, durant mes études à la fin des années 90. Elle a montré que la transmission de notre code génétique n'était pas complètement déterminée par les gènes qu'on a reçus à la naissance, mais que notre environnement, mais aussi notre comportement, influait sur l'activation ou non de certains gènes transmis durant la fécondation et donc hérités par nos enfants. Quand j'étais étudiant, la majeure partie de notre ADN était considérée comme de l'ADN poubelle, c'était le terme utilisé, qu'il ne servait pas à coder pour la synthèse de protéines et donc qu'il ne servait à rien. C'était en quelque sorte un reliquat de notre évolution passée qui servait à des stades inférieurs hein, avant que l'homme devienne Homo sapiens. On a donc trouvé depuis à quoi sert une petite partie hein, de cet ADN poubelle. Il active ou non la lecture d'autres gènes qui eux-mêmes sont donc utilisés ou non. Alors je fais très simple, hein, il y a d'autres éléments impliqués, en particulier des molécules appelées étiquettes épigénétiques qui se fixent autour de l'ADN et qui modifient la lecture de celui-ci pour produire des protéines différentes en fonction d'un même gène, et ces étiquettes sont modifiables chimiquement. Par exemple, un traumatisme psychique chez une personne ou même une dépression va créer des modifications chimiques dans ces molécules, ce qui va modifier, en gros, hein, ce qui sera transmis à ses enfants. De même, une personne alcoolique ou ayant une dépendance à telle ou telle substance verra des modifications chimiques de son ADN qui seront transmissibles. Ces enfants seront donc susceptibles d'être plus sensibles à ces risques d'addiction. Alors, ce lien avec l'épigénétique est vite tombé à l'eau. Le nouveau comportement des macaques japonais n'a pas attendu hein, la génération suivante et n'aurait de toute façon pas pu passer d'île en île, à moins que la petite Imo hein, ne les ait atteintes à la nage et se soit reproduite avec tous les mâles présents. Non, l'hypothèse la plus probable est liée à l'inconscient collectif que Carl Gustav Jung, médecin psychiatre, psychanalyste et grand pionnier en matière de psychologie des profondeurs, a mis en évidence. En faisant des recherches sur cette vidéo, je me suis aperçu d'ailleurs que plusieurs ont fait ce rapprochement. Jung a montré que nous avions tous un inconscient personnel qui s'enrichit tout au long de notre vie à travers de nos différentes expériences, mais aussi un inconscient collectif, commun à toute l'humanité. C'est un inconscient plus profond qui contient un ensemble de symboles, mais aussi d'archétypes, un peu comme des mythes associés à certaines valeurs, certaines idées, certains complexes, certaines qualités ou certains défauts humains, mais aussi des apprentissages en transmis. Et il a montré, grâce à plusieurs de ses patients, que nous avons accès à ces archétypes, même sans en avoir eu connaissance durant notre vie. Ils apparaissent notamment dans les rêves. On peut donc imaginer, ce n'est bien sûr pas établi, ça reste une hypothèse, que cet inconscient collectif peut s'enrichir de certains modèles comportementaux dès lors qu'ils ont été adaptés par un nombre suffisant d'êtres humains. Ils entreraient de ce fait dans une partie profonde de l'inconscient de chacun de nous. Et c'est sans doute ce qui est arrivé aux singes. Ils ont tous eu accès à cette nouvelle information entrée en 1958 dans leur inconscient collectif. Et je n'y pense que maintenant. Il y a là peut-être l'une des fonctions du rêve. Puiser dans cette inconscience ce qui peut nous être utile personnellement. J'ai visionné une vidéo intéressante où Arnaud Rioux, qui se décrit comme un enseignant spirituel et qui est aussi un auteur et conférencier, parle de cette théorie hein, du centième singe. Alors lui émet l'hypothèse que l'information pourrait diffuser à l'ensemble de la population grâce à des sauts quantiques. Alors c'est aussi une possibilité, hein, mais je ne suis pas assez calé hein, pour creuser cette possibilité.
Il donne d'ailleurs aussi un autre exemple de cette propagation instantanée d'un comportement sur les mésanges aux États-Unis. Un jour, une mésange a commencé à percer un trou dans les boîtes de lait en aluminium qui étaient posées le matin devant les portes des maisons pour se nourrir du contenu. C'est la première fois qu'on voyait ça. Et progressivement, les autres mésanges du quartier l'ont imité, donc elles ont appris par observation. Et à un moment donné, quand un certain nombre de mésanges ont acquis cette aptitude, donc au niveau local, les scientifiques ont constaté que c'est l'ensemble de la population des mésanges du pays qui s'est mis à percer les boîtes de lait, donc sans contact direct avec les mésanges de la ville d'origine. Alors considérons tout ça d'un point de vue astrologique. Imo, la femelle macaque qui a trouvé le moyen d'améliorer sa nourriture en lavant les patates douces, a peut-être eu une intuition au départ. Alors je ne sais pas si les animaux en ont, en tout cas elle s'est montrée inventive sur ce coup-là, et même avant-gardiste. On pourrait dire que c'est un peu la Alexandra Davinel ou la Joséphine Cochrane des macaques. Alors c'est la femme qui a inventé la machine à laver avec pression d'eau. Alors on peut relier le côté pionnier, inventif, d'avant-garde à Uranus. Alors peut-être que cette planète était forte dans le thème d'Imo. Si le point de départ est une intuition, Neptune peut être aussi impliqué. Alors l'apprentissage des premiers singes, les petits jeunes qui se sont mis à imiter Imo, est clairement associé à Mercure, planète de nos interactions avec le monde extérieur, qui permet d'y puiser les informations, mais qui permet aussi l'apprentissage. Les premiers petits singes à avoir compris l'intérêt du lavage de patates et avoir su adopter son comportement avaient sûrement un Mercure fort dans leur thème et bien relié aux autres planètes. Alors quand un comportement devient une habitude, comme un réflexe, il sort du domaine de Mercure pour entrer dans celui de la Lune. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Au départ, il faut rester très concentré, réfléchir à ce qu'on doit faire. C'est le mental et donc Mercure qui est activé, le temps que le circuit neuronaux se forme. Mais ensuite, une grande partie de cette énergie mentale est reléguée dans notre inconscient. Des automatismes sont mis en place. Tel stimulé provoque telle réaction, et on n'a plus besoin d'y réfléchir. On peut discuter avec notre passager en conduisant, et on s'arrête à un feu rouge sans même parfois en avoir conscience. Donc c'est la Lune, planète qui régit nos habitudes et planète de l'inconscient personnel, qui a pris les rênes, ce qui permet à Mercure de concentrer son énergie mentale sur autre chose. Alors bien sûr, il reste toujours disponible au cas où les conditions extérieures demandent de sortir des automatismes pour prendre des décisions. À un moment donné, on a vu que ces automatismes sont sans doute entrés dans l'inconscient collectif au niveau des macaques. Alors cet inconscient collectif est représenté en astrologie par Neptune. Les informations détenues par la Lune sont donc passées sous la coupole de Neptune, un peu comme si l'accumulation d'une même information dans les inconscients personnels d'un certain nombre de singes lui permettait de gagner en profondeur et de passer dans le domaine collectif. D'ailleurs, on dit qu'en astrologie, Neptune est l'octave supérieure de la Lune, comme Uranus est celle de Mercure et Pluton est celle de Mars. Alors, dernière petite chose, j'ai un petit appel à lancer. Je sais que les chiens peuvent apprendre à ranger leurs jouets. Moi j'ai essayé, mais c'est mort, elle va avoir 12 ans, ça va être son anniversaire jupitérien. Alors si vous pouviez apprendre à votre chien à ranger ses jouets, ça sera peut-être le 100e, et donc l'information passera peut-être dans son petit inconscient collectif. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.